Salut, bienvenue sur Mediapart. Gaza is like a massive demolition site. That place has got to be rebuilt in a different way. Will you plan to help rebuilding Gaza? I might. Un énorme chantier de démolition à reconstruire au jour 1 de sa présidence, hier lundi 20 janvier. Voici comment Donald Trump, président des États-Unis et homme d'affaires, parle de Gaza. Donald Trump qui s'est attribué les mérites de la trêve entrée en vigueur ce dimanche avec les libérations d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens qui ont commencé dès le début d'un long processus risqué et incertain. Après 15 mois de massacres et un déluge de bombes, les frappes d'Israël à Gaza se sont momentanément arrêtées. Mais pour combien de temps ? Alors que l'aide humanitaire rentre à nouveau dans la bande de Gaza dévastée, où les morts se comptent en dizaines de milliers, peut-être en centaines de milliers, on verra à l'avenir. Quel avenir pour les Gazaouis, les habitants de Cisjordanie et la Palestine en général, tandis que de grandes ONG dénoncent un génocide. Le temps de la justice est-il venu ? Que veut Benyamin Netanyahou ? Que veut Donald Trump ? Bref, beaucoup de questions pour cette émission. C'est à l'air libre, l'émission d'actualité et de débat de Mediapart. Avec mes invités du jour, Amélie Ferré, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse à l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Vous dirigez le laboratoire de recherche sur la défense à l'IFRI. Autrice sur Mediapart, votre dernière chronique date de ce week-end, justement, à propos de la trêve à Gaza et des raisons pour lesquelles Benyamin Netanyahou l'a accepté. Insa Frezaghi, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en droit international, chercheuse associée à l'Institut français du Proche-Orient et membre du comité de rédaction de Yanni Blog. Vous venez de soutenir une thèse sur la longue bataille pour la reconnaissance de l'État de Palestine. On en parlera évidemment. Karim Katan, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, né à Jérusalem, grandi à Bethléem en Cisjordanie. Vous avez publié récemment Éden à l'aube aux éditions Elisade, dont l'action se situe en Palestine. C'est un très beau roman et vous étiez déjà venu dans cette émission il y a quelques mois, notamment avec le réalisateur israélien Nadav Lapid. Avec nous aussi Ahmed Benchemsi, bonjour. Bonjour. Vous êtes un journaliste d'investigation très connu, dont le travail et les enquêtes ont été publiés par de nombreux médias internationaux, puisque vous avez fondé au Maroc les hebdomadaires marocains Telken et Nishan, 2 fois prix du meilleur journaliste d'investigation du monde arabe décerné par l'Union européenne, et depuis 10 ans, vous êtes directeur de la communication et porte-parole de Human Rights Watch pour le Moyen-Orient et l'Afrique. Human Rights Watch qui a documenté les crimes de guerre à Gaza et qui, comme d'autres ONG, Amnesty ou Médecins du Monde, a évoqué des actes génocidaires commis par Israël. Alors, on a vu au début de cette émission Donald Trump parler de Gaza avec les mots qu'il a utilisés. On verra plus tard, je l'ai mis au début juste parce que c'est la journée de Donald Trump, mais on reparlera des intentions américaines un peu plus tard. Bien sûr, on va commencer d'abord par l'actualité, cette trêve, prélude à un possible cessez-le-feu, obtenu difficilement la semaine dernière, entré en vigueur dimanche dernier, avec de premiers échanges largement commentés. Dimanche, après 471 jours de captivité, les 3 premières otages israéliennes libérées sont arrivées en Israël. Elles s'appellent Romi Gonen, Emily Damari et Doron Steinbrecher. Elles ont 24, 28 ans et 31 ans. Elles ont été remises à la Croix-Rouge avant d'être prises en charge à l'hôpital, puis de retrouver leurs proches. Voilà, on voit les images. Et puis, plus tard, dans la même soirée, 90 prisonniers palestiniens, des femmes et des mineurs ont été relâchés. Parmi eux, 7 femmes, la députée au Parlement des territoires palestiniens Khalida Jarrar, 61 ans, arrêtée le 26 décembre dernier, en 2023, par l'armée israélienne et placée à l'isolement sous le régime de la détention administrative. Il y a aussi dans cet échange les journalistes Roula Hassanain, 30 ans, et Bouchra Al-Tawil, 31 ans, toutes deux arrêtées en mars dernier. 2 libérations saluées par l'ONG Reporters sans frontières. Et on voit ces scènes de liesse, de joie en Israël, comme en Cisjordanie, pour célébrer la libération des otages israéliens et celle des prisonniers palestiniens. Amélie Ferré, il reste beaucoup d'otages israéliens à Gaza, près d'une centaine. Beaucoup de détenus palestiniens aussi, 10 000, je crois. Et c'est le début d'un très très long processus, très fragile aussi. L'accord négocié, il contient 3 phases. Et la première, c'est notamment cette trêve des combats pendant 42 jours, donc jusqu'au 2 mars. Mais rien que pour la phase 2, c'est-à-dire un cessez-le-feu permanent et le retrait complet des forces israéliennes, il y a d'énormes incertitudes. Déjà, on n'est même pas sûr d'y arriver. Oui, tout à fait. En fait, c'est
C'est un accord qui échelonne du coup la libération des otages et celle des prisonniers palestiniens, de manière à pouvoir garantir aussi que du coup le processus arrive jusqu'à son terme. Mais cet accord, il a été obtenu quand même au bout de, grâce ou à cause de pressions qui ont été faites sur l'échelon politique israélien, et il a provoqué une onde de choc en Israël, donc il découle pas d'une volonté politique israélienne de vraiment mettre fin à la guerre à Gaza. Et donc c'est pour ça que c'est un accord qui suscite à la fois beaucoup d'espoir, mais également qui est quand même entouré par beaucoup de zones d'incertitude, et également par une forme d'amertume, puisque en fait on a des termes d'accord qui avaient déjà été quasiment négociés à l'identique il y a plusieurs mois au printemps dernier, et donc on a toutes les pertes de vies humaines depuis ce moment-là, à la fois du côté des Gazaouis, mais aussi du côté israélien, où les gens se demandent au final pourquoi tout ça pour ça. Karim Katan, quel est votre état d'esprit, vous, depuis dimanche, depuis ces derniers mois, y compris ici, mais partout, là où vous avez voulu et pu prendre la parole, vous avez parlé justement de ces 15 mois d'horreur, d'indifférence aussi. Vous avez beaucoup développé tous ces sujets-là. Amélie nous dit, voilà, si cet accord avait été négocié il y a quelques mois, c'est quasiment le même accord en réalité que ce qui était sur la table il y a quelques mois, on aurait plein de vies humaines qui auraient été sauvées. Donc comment vous vivez les choses, vous, en ce moment ? Alors évidemment, un soulagement énorme. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ce soulagement. Il est important. Je pense voir les images qu'on vient de voir, c'est important. Il faut leur laisser la place parce que le soulagement, il est extraordinaire. Mais vient avec une énorme angoisse. D'abord parce qu'effectivement, comme c'est un accord échelonné, en fait, à tout moment, tout peut capoter, déjà. Et je pense que ça, c'est vraiment... Ça provoque une espèce d'attente permanente qui personnellement et collectivement, je pense, est assez angoissante. D'autant plus quand les acteurs s'appellent Benjamin Netanyahu, Donald Trump, le Hamas, voilà. Tout est un peu explosif. Mais donc, je voulais quand même insister quand même sur le soulagement, parce que moi-même, très rapidement, je suis passé du soulagement à l'angoisse. Donc, je me dis, faut vraiment laisser la place à ce soulagement, au fait que juste, tout d'un coup, en tout cas à Gaza, en Cisjordanie, c'est autre chose. Il y a pas de... À Gaza, on ne meurt plus sous les bombes, en tout cas, on meurt d'autres choses. Et ça, c'est aussi une chose qui est importante. Je pense que quand on sortira un peu de ce moment-là, une chose qui va se reposer, c'est qu'on va arrêter de voir les morts directs et indirects de ce qui vient de se passer. Donc voilà, je pense qu'on s'est tout de suite retrouvé projeté dans un avenir que je trouve assez angoissant, mais avec un peu de soulagement quand même, et ça c'est important. Insaf Rezaghi, vous, comment vous voyez ce moment-là ? Évidemment du soulagement, parce qu'on pense avant tout à tous ces Palestiniens de Gaza qui, depuis un certain nombre de mois, vivent sur l'enfer, des bombes israéliennes qui leur tombent, mais au-delà de ça, de la famine, des épidémies, de l'impossibilité pour des parents de voir leurs enfants continuer leur scolarité dans des conditions un tant soit peu décentes, tous ces Palestiniens de Gaza qui ont été arrêtés et dont on n'a aucune nouvelle, tous ces Palestiniens de Gaza qui sont probablement ensevelis sous les décombres et dont on ne sait pas si on arrivera un jour à retrouver les corps, tous ces bâtiments... Au moins 10 000, dit l'ONU, a priori. Au moins 10 000, toutes ces pères-familles qui sont traumatisées, tous ces enfants qui vont devoir grandir avec un traumatisme et qui ont... J'entendais encore un enfant palestinien de Gaza qui disait « Maintenant, mon seul rêve, c'est d'aller à l'université pour être docteur. » Enfin, c'est des gamins qui ont besoin aussi d'avoir l'espoir, mais en même temps, et on en a très très peu parlé, une immense inquiétude pour ce que va devenir la Cisjordanie, qu'on a beaucoup oublié depuis le début de la guerre, avec un gouvernement qui a probablement obtenu de Donald Trump des contreparties sur la Cisjordanie en termes d'annexion, d'accélération de l'annexion, de la colonisation, de l'occupation, du régime d'apartheid qui est en place, du nombre de prisonniers politiques palestiniens qui a atteint des proportions énormes. On a quand même 10 000 prisonniers palestiniens, dont 3 300 en détention administrative. C'est un régime il est encadré par droit international, mais qui est principalement interdit en droit international, sans charge, sans procès, sans jugement, sans accès à un avocat, sans possibilité de rencontrer souvent leur famille, placés à l'isolement. Il y a aussi aujourd'hui encore à Jénine une attaque de l'armée israélienne qui a fait 7 morts palestiniens. Donc il faut avoir en tête effectivement le soulagement du court terme il faut que les bombes s'arrêtent.
mais il y a aussi maintenant tout l'après pour tous ces Palestiniens à Gaza, en Cisjordanie, au Proche-Orient et partout dans le monde qui, eux, pour l'instant, ne voient pas forcément un avenir en Palestine. Et on déroulera bien sûr toutes ces questions, notamment sur la Cisjordanie, un peu plus tard dans l'émission. Ahmed Benjemsi, vous, voilà, on a eu à la fois le soulagement, la crainte, l'inquiétude. Vous, comment Human Rights Watch et vous voyez cette trêve incertaine? On observe et on attend de voir la suite, et surtout on attend que les vannes s'ouvrent pour l'aide alimentaire et l'aide, tous les types d'aide humanitaire possibles, parce que c'est une population qui a besoin absolument de tout. Quasiment tout le monde souffre de détresse alimentaire aiguë, si ce n'est de famine. Les malades se comptent par centaines de milliers. Il y a des chiffres qui sont connus. Vous avez parlé de 44 000 morts. Le magazine médical de Lancet les estime à 64 000 plutôt. Et il y a d'autres chiffres qui sont un petit peu moins Ils avaient connus. donné d'autres estimations précédemment encore plus importantes de Lancet. Absolument, sans compter les 10 000 qui sont probablement encore sur les décombres, selon l'estimation de l'ONU. Il y a un autre chiffre qui est moins connu, c'est il y a un groupe d'une centaine de médecins, 99 précisément, qui étaient tous américains, qui sont passés par Gaza à un moment ou à un autre pendant l'année écoulée, et qui ont adressé une lettre à Joe Biden en décembre dernier, et qu'ils ont dit qu'ils estimaient que les morts indirects, c'est-à-dire tous ceux qui sont morts par carence d'eau, par carence de nourriture, par l'absence de soins, parce que des fois on peut avoir une blessure bénigne, mais faute de soins adaptés, elle s'infecte et on en meurt. Donc tous ceux qui sont morts de cause indirecte, ils estiment ça à 60 000. C'est 60 000 en plus des 40 premiers 1000. Et sans parler de nombre de maladies, on estime à 225 000 les cas de maladies de peau, 1 million. Là aussi, estimation de détresse respiratoire aiguë. Enfin, c'est un champ de ruines, et je ne parle pas des bâtiments uniquement, je parle des humains. Donc la première priorité, c'est que l'aide humanitaire, mais qu'on ouvre les vannes immédiatement et tout de suite. Nous, ce qui nous préoccupe le plus, c'est de vérifier que ça va arriver. Oui, pour l'instant, vous n'en avez pas tous les éléments, vous n'avez pas tous les éléments ça commence pour à peine, il commence à y avoir un petit peu plus de camions, mais c'est largement encore insuffisant, vu les énormes besoins cumulés depuis un an de désastre humanitaire. Gaza, c'est un des plus grands désastres humanitaires de la planète en ce moment. Alors, depuis dimanche, plus de frappes, même si jusqu'à la fin, il y a eu des frappes. Et donc, on a vu ces derniers jours ces impressionnantes images de drones qui montrent l'ampleur de la dévastation à Gaza dont on parlait. Gaza, c'est un petit territoire, 41 km sur 10 km, sous blocus depuis des années, où vivaient 2,2 millions de personnes avant le 7 octobre 2023. Et là, les images que vous voyez, c'est à Rafah, à Khan Younes dans le sud, à Jabalia au nord. Et ce sont les mêmes images de destruction absolue. On estime, et ça c'est une estimation des autorités palestiniennes, que plus de 85 000 tonnes de bombes ont été jetées sur Gaza par l'armée israélienne. C'est-à-dire plus, si ce chiffre est confirmé, que durant toute la Seconde Guerre mondiale, qui aurait détruit totalement ou partiellement 92% des habitations selon l'ONU et une grande partie des zones agricoles. Et puis, selon les chiffres officiels du ministère de la Santé palestinien, 47 000 Gazaouis ont été tués, on le disait, donc au moins 100 000 blessés, avec des blessures qui ne peuvent pas être soignées à temps, vous le disiez, et seront très invalidantes pour beaucoup d'entre eux. Et voilà, on attend encore l'estimation, peut-être elle viendra jamais d'ailleurs, définitive de ce bilan humain. En tout cas, il y a 42 millions de tonnes de gravats à Gaza aujourd'hui, avec beaucoup de bombes non explosées et de mines cachées. Et dans ce paysage de chaos, on l'a vu un peu ces images, les 2 millions de Gazaouis qui ont été déplacés depuis 15 mois, c'est-à-dire quasiment toute la population en réalité, commencent à rentrer chez eux dans l'espoir de retrouver leur maison ou même des traces de leur vie d'avant. On a vu ces défilés humains là sur la route, alors d'ailleurs que pour l'instant officiellement selon l'accord c'est pas autorisé, mais ils rentrent déjà chez eux puisque voilà, il y a cette urgence-là. Quand ils se trouvent chez eux. Karim Katan, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que, y compris pour Gaza, et des chercheurs comme Stéphanie Latabdallah ont inventé un mot, ou en tout cas popularisé un mot qui s'appelle le futuricide. C'est-à-dire, c'est pas juste on parlait de destruction urbaine, on a parlé de destruction des gens, mais aussi de l'idée même du futur et de la vie. Alors, je voudrais pas non plus tirer ça de façon trop grossière vers la Cisjordanie, mais je pense aussi que le terme de futuricide, donc qui désigne une action menée par Israël à Gaza. Il concerne toute la Palestine. Peut s'appliquer à la Palestine en général. Là, je parle juste de mon expérience, évidemment, ce n'est que ça, mais moi, les dernières fois où je suis rentré chez moi à Bethléem, l'impression que l'avenir a été complètement oblitéré était très forte. Et c'est une impression nouvelle qui date de cette période. Avant, je n'avais jamais ressenti ça, et je ne pense pas que ce soit juste ma projection. C'est-à-dire que même quand on arrive, je viens de Bethléem, à Bethléem ou ailleurs, on est dans l'ère des colons.
on était dans l'ère des colons avant, mais là, on est vraiment dans le royaume des colons. Et on le voit, on le sent, et ça donne une impression très profonde qu'il n'y a plus d'avenir. Et à Gaza, notamment, une chose, vous l'avez mentionné, qui pour moi est importante, pas seulement parce que je suis écrivain, mais parce que je pense qu'elle dit quelque chose, c'est évidemment la destruction de tous les centres de production culturelle, littéraire, partout. C'est aussi important, parce que c'est une manière de détruire, et le passé et le futur, d'ailleurs. Vraiment, c'est détruire... détricoter toute impression du temps. Et je pense que c'est une attaque très, très sophistiquée et très réussie envers notre conception du temps et notre conception de la construction de notre avenir. Alors, on l'a documenté sur Mediapart, cette guerre, c'est une destruction, vous l'avez dit, toute la vie de Gaza, les villes d'agriculture, l'éducation, les hôpitaux, les journalistes présents sur place. Et plusieurs ONG, donc, ont abordé ces derniers mois, notamment en décembre, plusieurs d'entre elles, dont la vôtre, Human Rights Watch, Ahmed Benchemsi, ont parlé de génocide, mot utilisé depuis des mois par des pans entiers de l'opinion internationale. Alors, Amnesty International, c'était en décembre, et Amnesty International a cité les déplacements forcés de masse, les bombardements indiscriminés, la destruction des infrastructures de santé, la malnutrition, la déshydratation. Médecins du Monde aussi a utilisé le même mot, et Human Rights Watch a fait de même. On va revenir sur la façon dont vous qualifiez les choses. On va d'abord rappeler de quoi on parle. La définition du génocide selon la Convention de l'ONU de 1948, ce sont des actes commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial, religieux, soit par le meurtre des membres du groupe, l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe et le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Donc évidemment, tout ça, il ne faut pas, si je puis dire, cocher toutes les cases pour remplir la définition. Voilà, un seul élément peut suffire, et cette convention prévoit que sont aussi passibles, en théorie, de la justice internationale, l'idée d'inciter directement à commettre le génocide, ou aussi la complicité de génocide et la tentative de génocide. Vous avez parlé à Human Rights Watch d'actes génocidaires en vous focalisant, c'est assez intéressant, sur un point précis, vous en parliez tout à l'heure, c'est la question de l'accès à l'eau. Est-ce que vous pouvez nous résumer pourquoi, alors que d'autres ONG peut-être ont une vision plus large, vous avez pris cet exemple-là. Sur d'autres aspects, vous parlez de crimes de guerre plutôt, ou de crimes contre l'humanité, mais là, vous parlez d'actes génocidaires sur la question de l'accès à l'eau. Ouais. Je vais répondre à votre question dans une seconde, mais je voulais d'abord vous remercier d'avoir donné la définition légale, parce qu'on oublie souvent que ce sont des crimes définis dans le droit international. Beaucoup parmi ceux qui critiquent les ONG pour leur discours sur la Palestine se mettent sur un terrain rhétorique. Oh, vous exagérez, c'est quand même pas un génocide, c'est quand même pas ceci, c'est quand même pas cela. Ils font semblant, je pense, parce que, à mon avis, il y a beaucoup de mauvaise foi, ils font semblant d'ignorer qu'il s'agit de notions légales, qu'il s'agit de conventions, qu'il s'agit de textes votés par l'Assemblée générale des Nations Unies en 48, en 73, des statuts de Rome qui ont fondé la Cour pénale internationale. Enfin, tout ça, ce sont des textes précis. Et donc, on parle de ça quand on dit génocide ou acte génocidaire ou crime contre l'humanité ou crime de guerre. Alors, pour répondre à votre question, on a dit tout ça, en fait. On a dit crime de guerre, on a dit crime contre l'humanité, et à chaque fois, on appliquait certains textes du droit international à certains faits que nous avons documentés scrupuleusement pendant des mois et des mois. C'est des centaines de pages de rapports, on a parlé des dizaines de témoins, etc. On a parlé de crime contre l'humanité dans le déplacement forcé, qui est une violation des conventions de Genève et qui est un crime contre l'humanité parce qu'il s'agissait d'un effort systématique, volontaire, organisé, pensé. Encore une fois, avec quasiment toute la population déplacée. Quasiment tout le monde, oui. 1,9 million sur 2 millions. Il n'y a que les habitants de Rafah qui étaient déjà là avant. Sinon, tout le monde a été poussé vers le sud dans des conditions absolument désastreuses. Quant aux actes génocidaires, alors effectivement, on s'est focalisé sur l'eau.
l'eau, parce que l'eau, c'est vital. On peut faire une grève de la faim et tenir sans manger pendant un certain temps, quoi qu'on est dans un état pitoyable physique, mais alors on ne tient pas très longtemps sans eau. Ce qui fait que cibler l'eau, c'est un acte particulièrement vicieux, si j'ose dire, parce qu'il a pour but de créer des conditions qui rendent impossible la continuation de la vie, des conditions créées ou pensées pour détruire une partie de la population. Et vous avez, dans le rapport, vous parlez finalement d'interdiction, de restriction systématique de l'accès à l'eau. Oui, justement. Alors, ils ont fait un certain nombre de choses, les Israéliens, enfin l'armée israélienne. D'abord, ils ont coupé le robinet d'eau. Parce qu'une partie de l'eau qui entrait à Gaza venait d'Israël, 12%, mais en fait 50% de l'eau potable, parce qu'il y a des grands réservoirs sous Gaza, mais c'est pas potable, donc l'eau qu'on peut boire, elle venait à moitié d'Israël. Ils ont commencé par couper les robinets, ensuite ils ont coupé l'électricité. Or, pour faire tourner les stations de désalinisation et les pompes, il faut de l'électricité. Après, c'est vraiment bien réfléchi, parce qu'une fois qu'ils ont coupé l'eau et coupé l'électricité, ils ont coupé quoi? Le fuel. Parce qu'une fois qu'on n'a plus d'électricité, eh bien, on a besoin de fuel pour faire tourner les générateurs, pour remplacer l'électricité qui a coupé. Le fuel aussi a été restreint. Et ensuite, ils se sont attaqués, ils ont détruit, mais quasi systématiquement, les installations de désalinisation de l'eau, les installations d'égouts, de traitement des eaux usées, parce que sinon, il y a des maladies, de la dysenterie, des diarrhées, enfin des choses abominables qui s'étendent. Ils ont ciblé des travailleurs qui réparaient les installations détruites. Et sans parler du fait qu'ils ont bloqué l'entrée de l'aide humanitaire, dont beaucoup d'eau. Donc quand on voit que tout ça est fait, mais un acte après l'autre, on ne peut pas ignorer le fait que tout ça est systématique et bien pensé. Et c'est pour ça que nous avons qualifié ça d'acte génocidaire. Et alors, encore une fois, c'est pas un terme qu'on jette comme ça dans le débat public, c'est pas on estime que c'est tellement grave qu'on appelle ça acte génocidaire. Non, c'est l'application d'une convention internationale au terme d'un certain nombre de faits que nous avons documentés, mais patiemment, en parlant des dizaines de témoins, des photos satellites. Enfin, juste un exemple, pour pas passer trop longtemps là-dessus. L'armée israélienne, on a vu des vidéos, en plus les soldats ils se filment eux-mêmes en train de faire ces choses-là, c'est complètement aberrant. Ils ont pris possession d'une station, alors je ne sais plus si c'est désalinisation ou traitement des eaux usées, mais en tout cas c'est quelque chose de vital. Ils ont vidé la zone, c'est-à-dire qu'ils étaient en plein contrôle, et là ils ont tranquillement mis des explosifs autour et ils ont fait exploser le truc. Pourquoi ? Il n'y a aucun objectif. Et c'est documenté. Il n'y a aucun objectif militaire. Voilà. Insa Freziaghi, cette question, évidemment, elle est présente dans l'air depuis très longtemps. Il y a ce contentieux, le droit international avec la requête de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice. Pour donner une idée claire aux gens, on sait que les délais sont très longs dans tout ça. On en est où aujourd'hui autour de ce contentieux et autour de cette question de finalement la justice, la justice dans ce dossier, même si on part d'ailleurs un peu juste de cette qualification pénale de génocide, c'est-à-dire on en est où aujourd'hui ? C'est intéressant que vous ayez donné la définition de cette convention. Il y a un mot qu'on oublie beaucoup dans cette définition, c'est prévention du crime de génocide. Et donc ça implique des obligations pour la partie qui est accusée de commettre le génocide, en l'occurrence Israël, mais aussi pour toute la société internationale. C'est ça. Il y a une obligation, ce sont des obligations qui s'imposent aux États, aux organisations internationales, de prévenir et d'empêcher la commission d'un crime de génocide dès lors qu'un risque imminent est acté. Et la Cour internationale de justice, quand l'Afrique du Sud l'a saisie en décembre 2023, elle est dans son rôle de prévention du crime de génocide. Et c'est pour ça qu'elle porte un contentieux devant la Cour internationale de justice, qui est l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Depuis, la Cour a rendu 3 ordonnances en urgence. Ces ordonnances, elles sont obligatoires, donc les parties sont obligées normalement de les mettre en œuvre. La Cour a constaté à plusieurs reprises qu'elles n'avaient jamais été mises en œuvre, et elles disent très clairement qu'il y a un risque réel et imminent qu'un préjudice irréparable soit commis à l'encontre de la population palestinienne de Gaza en tant que peuple et groupe protégés par cette convention. Et donc elle demande à Israël d'adopter un certain nombre de mesures, notamment donc l'entrée de l'aide humanitaire, mais elle demande également à ce qu'Israël puisse prévenir le crime de génocide. Donc c'est par exemple toutes les vidéos des soldats que l'on voit circuler sur les réseaux sociaux, c'est pouvoir lancer un certain nombre d'enquêtes, de procès, permettre à des enquêteurs internationaux d'entrer dans la bande de Gaza, et tout ça, ce n'est toujours pas fait. Et ça nous amène à une autre question quand on parle de la prévention du crime de génocide, c'est-à-dire qu'on ne doit pas attendre que le génocide soit terminé pour se réveiller et se dire « attention, en fait là, il s'est passé quelque chose de grave ». Ça interroge aussi sur la responsabilité de la société internationale dans ce qui se passe aujourd'hui et la possibilité faite à Israël de faire ce qu'il a fait pendant autant de temps. Et avec une telle ampleur en termes de dégâts, de destruction, de morts. L'Assemblée générale des Nations Unies a voté un certain nombre de résolutions.
qui n'ont jamais été mises en œuvre par les États. Les ordonnances de la Cour n'ont jamais été mises en œuvre ni par Israël ni par les autres États. Et donc ça interroge finalement aussi, au-delà même de la responsabilité d'Israël, sur la responsabilité des États. J'en viens à Amélie juste après, mais Karim Katan, c'est précisément vous ce que vous avez dit à plusieurs reprises durant cette année. Vous n'étiez pas le seul d'ailleurs à le dire, en disant regardez, tout ça se passe sous nos yeux et tous autant que vous êtes, tous autant que nous sommes, nous détournons le regard. Oui, je pense que de notre part, il y a une déception énorme. Vraiment, je pense énorme. C'est-à-dire que moi, jusqu'à il y a 15 mois, j'avais encore bêtement, naïvement, quand même une fois... Je me disais qu'il y avait des seuils. C'est-à-dire que je me disais qu'il y avait des seuils au-delà desquels, quand même, une réaction internationale décisive, parce que c'est ça qui est important, décisive, se mettrait en place, que quelque chose s'enclencherait. Et j'ai été détrompé fois après fois. Enfin, c'est très... je pense que cette déception, qui est à la fois donc mienne, mais je pense aussi collective, même si on n'avait pas non plus trop d'illusions avant, mais quand même, j'en parle parce que elle va pas disparaître, ni demain, ni dans un an. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'il va falloir vraiment prendre en compte de la part de la communauté internationale, de la part des acteurs internationaux. C'est, si on veut, comment regagner ou gagner tout court la confiance des Palestiniens. Et ça, c'est pas... On parle d'un effondrement moral, là, en réalité. C'est ça dont on parle. Un effondrement moral, un effondrement des mécanismes, en fait. Enfin, pour nous, en tout cas, encore une fois, pour nous, c'est un effondrement des mécanismes. Et je sais pas comment on revient de ça. Amélie Ferré, l'autre aspect, bien sûr, c'est la Cour pénale internationale. On le sait, des mandats d'arrêt ont été émis contre des dirigeants du Hamas pour le 7 octobre, mais ils ont tous été tués par Israël, et contre Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, dans le cadre d'une enquête pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. En ce moment même, alors évidemment... et de la même façon que la discussion autour du génocide, tout cela choque énormément en Israël, la question des mandats d'arrêt également. Mais on constate aussi que nos nombreux États, dont la France d'ailleurs, semblent un peu gênés à l'idée de devoir avoir un jour peut-être la possibilité d'appliquer sur leur territoire ces mandats d'arrêt si Benjamin Netanyahou arrive à passer, par exemple, par la France ou par un autre pays européen. On sent que c'est pas évident pour plein d'États occidentaux, on va dire. Oui, en fait... Si vous voulez, pour reboucler avec l'élection de Donald Trump, en fait, on est à un point de bascule géopolitique où tout l'ordre international tel qu'il a été construit ou pensé en 1945 avec cette idée que justement les rapports entre les États devaient être régis par le droit et pas par la force, et que la guerre était en fait illégale, même si on a eu beaucoup de conflits depuis 1945, est en train d'être détricoté, et est en train d'être détricoté par des puissances occidentales, c'est-à-dire des puissances qui ont participé à la création de cet ordre international après 1945. Et c'est ça, en fait, le dilemme dans lequel on est aujourd'hui. Après, moi, je serais un peu moins catégorique, peut-être, sur ce qui s'est passé depuis 15 mois, parce que, justement, moi, il y avait quand même aussi beaucoup d'incertitudes sur est-ce que la Cour pénale internationale allait se saisir du dossier palestinien, est-ce que la Cour pénale internationale allait effectivement émettre des mandats d'arrêt notamment contre Benjamin Netanyahou. Et par ailleurs, il faut aussi se rendre compte que la Cour pénale internationale, elle a aussi émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour parler d'un autre conflit qui est une puissance, la Russie, qui siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc on a quand même... À mon sens, le droit international n'est pas mort dans les décombres. Tous les espoirs ne sont pas... On peut encore se permettre peut-être quelques petits espoirs. On voit qu'aujourd'hui, il y a quand même un choc en fait, entre la logique militaire de coercition, où c'est simplement le règne du plus fort qui s'impose, et c'est beaucoup ce qu'a fait Israël par rapport à la Palestine, puisque la Palestine n'a pas en fait d'armée, puisqu'ils n'ont pas d'État, même si la notion d'État est complexe dans ce cas-là. Et ce qui est paradoxal aussi, c'est qu'on voit que ce cessez-le-feu-là, finalement, il n'a pas été imposé par une administration démocrate, par Joe Biden, qui pourtant, déclarativement, était
sur une rhétorique de respect du droit international, etc. Mais il a été imposé par Donald Trump, qui est à l'inverse, complètement à l'orthogonale du droit international. Alors on y vient justement sur Donald Trump, mais quand même un mot là-dessus, Insaf, et puis Ahmed si vous voulez. Mais rapidement, pour ensuite passer à l'aspect là qui va nous occuper dans les prochains jours et semaines, c'est quand même un test total, en fait, cette question de Gaza, aussi de la Cisjordanie, mais Gaza en particulier, pour le droit international, là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ou dans les prochaines années. C'est un test tout à fait important. Cet été, j'étais en Cisjordanie, j'étais à Hébron. Il y a un ami palestinien qui m'a dit, parce qu'on parlait justement du droit international, de l'ordre international, et il me dit, mais Insaf, en fait, le droit international, c'est pas pour nous les Palestiniens. Et honnêtement, je ne savais pas quoi lui répondre. Aujourd'hui, je suis extrêmement désabusée vis-à-vis du droit international. Je pense qu'il y a des raisons de ne pas croire qu'effectivement il s'appliquera pour les Palestiniens un jour. Ça fait quand même depuis 1948 qu'ils attendent aussi de voir leur État. On parlait de la Cour pénale internationale. Le dossier palestinien, il est devant la CPI depuis 2009. Depuis 2009. Et il n'y a que maintenant que des mandats d'arrêt ont été émis. Ça a pris plus de 6 mois à la chambre préliminaire 1 au juge pour émettre ces mandats d'arrêt, alors que d'habitude on est sur des délais de 3 à 6 semaines pour émettre des mandats d'arrêt. Les charges qui ont été retenues par les juges sont beaucoup moins importantes que celles qui avaient été demandées par le procureur, qui lui parlait par exemple d'extermination des Palestiniens de Gaza. Les juges ont écarté ces charges. Un certain nombre de dirigeants israéliens qui auraient dû être mis en accusation n'ont pas été. La question de la colonisation qui avait été retenue au début par l'ancienne procureure n'est plus du tout dans le dossier pour le moment. La question de l'occupation, de l'annexion de Jérusalem-Est, qui sont des crimes très faciles à prouver parce que la colonisation c'est une politique étatique israélienne et qui contrevient, et la CIJ l'a déjà dit, qui contrevient au droit international. Les procédures en cours devant la Cour internationale de justice sont très importantes parce que c'est aussi reconnaître finalement une situation et permettre aux Palestiniens de dire on a enfin quelqu'un qui reconnaît ce qu'on subit, mais en attendant, le droit international n'est jamais redescendu au niveau palestinien. Le Conseil de sécurité aussi, par exemple, depuis 1947, il a adopté plus de 300 résolutions sur les conflits israélo-arabes et le conflit israélo-palestinien. Plus de 300 résolutions. Aucune ne font l'objet de sanctions et aucune n'ont jamais été mises en œuvre par les parties. Est-ce que, un mot rapide, ensuite on passe au cessez-le-feu, mais là-dessus, est-ce que vous partagez, Amélie nous dit, regardons quand même les choses qui sont positives, et Insaf Rezaghi nous dit au contraire ce gros doute sur la possibilité que le droit international s'applique aux Palestiniens. Comment vous voyez les choses du point de vue d'Human Rights Watch? Moi je suis un peu entre les deux, parce que c'est vrai que la CPI aurait pu retenir plus de crimes, mais enfin elle en a quand même retenu quelques-uns, crime de guerre, crime contre l'humanité. C'est comme la qualification de génocide, il y a plusieurs possibilités, il suffit qu'il y en ait une. Donc bon, là-dessus, le fait qu'il y ait eu mandat d'arrêt, c'est quand même quelque chose qui est positif et à signaler. Maintenant, le système international des droits humains est basé aussi sur la coopération internationale. En fait, c'est la bonne volonté des grandes puissances. C'est à partir du moment où il n'y a pas de bonne volonté, c'est là où ça se grippe. Donc la CPI fonctionne, la Cour internationale de justice fonctionne, il y a un procès en cours qui a été intenté par l'Afrique du Sud, qui va prendre du temps. Il y a eu des mesures provisionnelles qui ont été ordonnées, vous avez dit, vous avez raison, Israël se devait de les appliquer, mais enfin, se devait, ça veut dire quoi? Tant qu'il n'y a pas de force de coercition, je ne sais pas comment on dit en français, suffisamment puissante pour la forcer à le faire, elle ne le fera pas. Et c'est là où ça pêche, en fait. La norme, c'est bon, mais l'enforcement, la sanction et la manière de la mettre en pratique, ça fait défaut parce que la bonne volonté des puissances internationales pêche. C'est là où disait Amélie tout à l'heure, finalement. Mais justement, sur la bonne volonté, bon, déjà, il faut quand même signaler qu'il y a des soldats israéliens qui ont été inquiétés à l'étranger, justement parce qu'il y a eu tout ce travail juridique qui a été fait. Et voilà, un qui a dû fuir, y compris pour échapper exactement, ça vive au le Brésil. principe de juridiction internationale. Et par ailleurs, sur la question de la position ambiguë, on va dire, de la France sur le mandat d'arrêt qui a été émis contre Netanyahou par la Cour pénale internationale, en fait, c'est vrai que en fait, le droit, c'est aussi utilisé par les États dans un rapport de force. Et pour expliquer pourquoi la France est ambiguë sur la Cour pénale internationale, c'est parce qu'en fait, tout ça a été dealé lors du cessez-le-feu au Liban. Où la France a joué un rôle de médiateur, de discussion. Exactement, voilà. En échange d'une possible immunité de Netanyahou sur la question. Juste un petit mot très rapide. La position de la France est ambiguë. En fait, la rhétorique est ambiguë. Mais clairement, ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils disent. Exactement. Il faut qu'ils arrêtent Netanyahou, c'est aussi simple que ça. C'est pas ambigu du tout. C'est la lecture du Quai d'Orsay qu'il est. Le droit, il est clair. Je voudrais qu'on revienne donc à cette trêve intervenue dimanche, en tout cas dans sa conclusion, entre Israël et le Hamas, objet d'une intense négociation diplomatique
avec comme médiateurs le Qatar, l'Égypte, les États-Unis, représentés à la fois, vous l'avez dit, par l'administration Biden sortante et l'administration Trump. Trump qui, dimanche soir, juste avant de rentrer à nouveau à la Maison-Blanche, lors d'un grand meeting à Washington, s'en est évidemment attribué le seul mérite. Perhaps most beautiful of all, this week we achieved an epic ceasefire agreement as a first step toward lasting peace in the Middle East. And this agreement could only have happened as a result of our historic victory in November. That was some victory. Was that the greatest? Voilà, retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, donc de sa rhétorique, ça fait, voilà. Et bien sûr, Joe Biden a dit la même chose de son côté, donc voilà. Donc au-delà de cette guerre des récits entre deux présidents américains, on va les laisser là-dessus. Le plus important, c'est peut-être, Amélie, pour vous, et c'est l'objet de votre chronique sur Mediapart ce week-end, dans quelles conditions et pourquoi finalement Netanyahou a accepté cet accord qu'il ne voulait pas accepter. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout à fait. En fait, c'est pour ça que ça a été une forme d'onde de choc en Israël, avec la droite israélienne qui traverse une sorte de crise de foi, puisque cette droite israélienne, elle a pris fait et cause pour le candidat Trump, qui s'est par ailleurs entouré d'une équipe qui est convaincue en fait par l'agenda politique de Netanyahou, qui est un agenda annexionniste, et qui du coup là, avec ce cessez-le-feu, voit ses rêves d'une recolonisation de Gaza, d'un transfert des Palestiniens complètement évaporé. Et donc, on est dans ce moment-là. Et donc, la question, c'est effectivement comment Donald Trump a fait pour faire changer David Netanyahou et pour le contraindre. Alors, il y a plusieurs scénarios, plusieurs lectures de ça. On ne sait pas en réalité. Évidemment, on ne sait pas. Enfin, peut-être qu'on saura un jour. C'est en tout cas le travail des chercheurs, des journalistes et des historiens. Un des scénarios, c'est de dire que finalement Trump a utilisé le bâton, c'est-à-dire la fameuse aide militaire américaine qui est colossale, qui est de 3,8 milliards par an, mais qui en plus a été complétée avec des très grosses enveloppes pour en fait soutenir l'effort de guerre israélien, puisqu'une guerre, ça coûte très cher, par exemple en termes de munitions. Il y a cette idée que peut-être il y a eu aussi une question sur l'Iran, c'est puisque en fait pour Netanyahou, il faut rappeler que le 7 octobre, c'est une opération qui a été en fait pensée par l'Iran, et que tant qu'il y aura la possibilité d'un Iran nucléaire dans la région, Israël ne sera pas en sécurité. Et donc, ce qu'il essaye de faire depuis des années, c'est d'embarquer les Américains pour faire des frappes sur les sites nucléaires iraniens. Et la troisième option, c'est effectivement celle de la Cisjordanie, c'est-à-dire est-ce que c'est possible qu'il y ait eu un deal où on laisse Gaza, mais on annexe la Cisjordanie, sachant que comme... C'est-à-dire Trump disant, là tu fais un accord de cessez-le-feu qui se dirige vers un réel accord de cessez-le-feu, mais en contrepartie, tu fais ce que tu veux en Cisjordanie. En Cisjordanie. Et d'ailleurs, il y a une opération militaire effectivement qui a été lancée en Cisjordanie qui s'appelle Iron Walls, sachant que l'opération militaire à Gaza, elle s'appelait Iron Swords, donc on a quand même une sémantique proche. Et après, il y a l'hypothèse, on va dire, la plus pessimiste, qui est qu'en fait, tout cet accord de cessez-le-feu est en fait un accord de mauvaise foi, simplement pour récupérer en fait les otages israéliens et pour reprendre les combats par la suite. Et c'est d'ailleurs ce que veulent en fait les ministres, et notamment Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich. Sachant que simplement sur ce dernier scénario pessimiste, moi je dirais qu'il y a quand même une grosse donnée qui peut changer la donne, c'est que Donald Trump, comme il l'a dit dans l'extrait que vous avez passé, veut obtenir le prix Nobel de la paix. Et donc, pour lui, l'obtention de ce prix Nobel, mais ça peut prêter à rire, mais c'est comme ça qu'il le conçoit. Et ce prix Nobel, il passe par justement un récit qui le présente comme l'homme du deal of the century, l'homme qui amène la paix au Moyen-Orient. Ce qui veut dire que pour lui, il a intérêt à ce que ça dure plus que 42 jours, qui est la première phase du cessez-le-feu. Il a intérêt à ce qu'il y ait une normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite. Et donc, du coup, toute la question, c'est qu'est-ce que l'Arabie saoudite va pouvoir imposer aux États-Unis
Et notamment, est-ce qu'ils vont pouvoir imposer la création d'un État palestinien ? Alors, et pendant que vous dites ça, Benjamin Netanyahou dit, lui, depuis finalement la veille de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, attention, cet accord n'est que temporaire et je peux reprendre les combats, les Américains me l'ont assuré, je peux reprendre les combats quand je veux. INSAF, là-dessus, comment Amélie Ferré a évoqué différentes explications possibles, peut-être qu'on en saura plus dans les prochaines semaines, mais la possibilité aussi que tout cela capote assez vite. Comment vous voyez les choses sur, justement, est-ce que là c'est un grand coup de bluff ou est-ce que c'est l'entrée vers une phase vers peut-être plus un cessez-le-feu, même si ce sera compliqué et chaotique? Pour la bande de Gaza, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que pour la Cisjordanie, c'est l'objectif prioritaire du gouvernement d'extrême droite messianique israélien qui voit la Cisjordanie comme une partie entière de l'État d'Israël. Et en fait, c'est vrai que depuis le déclenchement de la guerre dans la bande de Gaza, on a évidemment tous les yeux rivés vers la bande de Gaza parce que l'ampleur de la destruction et des souffrances est immense. Mais en fait, la colonisation, elle n'a jamais été aussi importante en Cisjordanie. Je rappelle qu'avant le 7 octobre 2023, en Cisjordanie, le nombre de victimes civiles palestiniennes était le plus élevé depuis la seconde intifada, avec un nombre élevé d'enfants qui avaient été tués et avec un nombre de prisonniers politiques déjà à cette époque très élevé. Je rappelle aussi qu'aujourd'hui, on a 800 000 colons qui sont établis en Cisjordanie et c'est intéressant parce que j'étais à Bethléem cet été, 2 ans, j'y étais il y a 2 ans et puis j'y suis retournée cet été et ce qui m'a frappée quand je suis allée dans les hauteurs de Bethléem, c'est l'avancement des colonies. Elle encercle la ville. Bethléem, aujourd'hui, les colonies sont en face à Bethléem, on les voit en fait dans les hauteurs. Vous dites ça vous aussi, Karim Katan, quand vous étiez, je crois, en Cisjordanie encore il y a quelques semaines, et vous voyez dans des lieux que vous connaissez très bien, près de Bethléem, vous voyez quasiment mètre par mètre, territoire par territoire, l'avancée de la colonisation, de l'apartheid. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça fait un bout de temps. Bethléem est entouré de colonies depuis longtemps, et les colonies avancent très rapidement depuis longtemps. C'est-à-dire que même de la maison de mes parents, on voit la grande colonie de Aroma qui une espèce de colonie centrale autour de Bethléem. Ça fait des années que je la vois avancer. Mais cette fois-ci, c'est terrible. L'avancée était effarante. Enfin, j'avais presque l'impression de pouvoir voir les maisons, les cuisines des gens. C'était vraiment extraordinaire. Et cette accélération-là, elle est quand même importante. Je voudrais juste peut-être noter une chose qui me semble importante, c'est la question de l'échelle aussi. Parce que nous avons été accoutumés à une échelle absolument affreuse de destruction à Gaza et de mort et de sadisme, que tout ce qui peut se passer en Cisjordanie à côté paraîtra toujours, aux yeux d'une opinion internationale pas forcément au fait de ce sujet, paraîtra toujours moins grave. Et vraiment, je pense que ça fait, partie d'une stratégie aussi, où tout d'un coup on peut dire, bon, si ça tient à Gaza, ce qui se passe en Cisjordanie est regrettable, mais c'est pas très grave, puisque nous avons eu ces 15 mois d'horreur à Gaza avant. Et je pense que ça... je dis pas ça moralement, je veux dire même en termes de comment on imagine des choses, de comment on voit les choses, je pense que ça va jouer très fort dans la manière dont on se rapporte à une accélération en Cisjordanie de tout. C'est-à-dire, c'est pas seulement la colonisation, c'est-à-dire, c'est la colonisation sous toutes ses formes. C'est pas seulement le fait que les colonies grandissent, c'est pas seulement le fait que les colons ont tous les droits désormais. C'est aussi, pour prendre un exemple tout bête, tout simple, moi là, chose qui n'était pas le cas avant, j'étais pas hyper à l'aise à l'idée de quitter Bethléem pour aller dans une autre ville. J'avais pas envie, parce que je savais que sur la route, pour le coup, les attaques de colons était possible, probable. Enfin, on est soumis à un régime de violence permanent comme jamais auparavant. Ahmed Benchemsi, ça veut dire, j'en reviens après à Amélie Ferré, mais ça veut dire que pour évaluer aujourd'hui la situation, par exemple, vous regardez quoi en ce moment à Human Rights Watch? C'est-à-dire, vous allez regarder ce qui se passe en Cisjordanie, mais aussi du côté de Gaza, évidemment. Je crois que différentes ONG demandent la fin du blocus à Gaza, puisque Gaza est toujours sous blocus, en fait, depuis 2007. Donc, il y a beaucoup de choses à regarder, là, pour évaluer au-delà des déclarations des uns et des autres, notamment de Trump et des autres, pour regarder la réalité de comment les choses évoluent. Il y a beaucoup de choses à regarder et beaucoup d'outils différents du droit international appliqué. Alors, je reviens à ce que disait Karim, c'est vrai qu'on peut être tenté, enfin l'opinion internationale qui voit les choses en gros, sans trop de détails, peut être tenté de se dire, vu les horreurs de Gaza,
quoi qu'il se passe en Cisjordanie, c'est moins grave. Mais c'est là où le droit international est utile, parce qu'il y a des termes qui choquent l'opinion publique, et qui, en tout cas, qui l'interpellent et qui la poussent à réfléchir. Il y a le terme de génocide, d'acte génocidaire qui est employé pour Gaza, et le terme d'apartheid qui est employé pour la Cisjordanie et pour les colonies. Alors, c'est pas des bombes qui tombent sur la tête des gens tout le temps, mais par contre, ça parle profondément à la conscience humaine, parce qu'on se souvient tous de l'Afrique du Sud. Et c'est un système d'apartheid qui est installé en Cisjordanie. C'est pas nouveau, ça fait plusieurs années, ça fait des dizaines d'années que des ONG palestiniennes le disent, et israéliennes des droits humains aussi d'ailleurs, et ça fait quelques années que les ONG internationales comme la mienne ou comme Amnesty le disent également. Nous, on l'avait dit en 2020 ou 21, si je ne m'abuse. Et parce que quand on voit, alors déjà les colonies, quand on voit la différence d'infrastructures, d'accès aux routes, enfin toutes les facilités qui peuvent être données aux gens pour vivre entre les colonies et les villages palestiniens juste à côté, l'écart est absolument abyssal. Mais alors ce qui est encore plus révoltant, c'est qu'ils vivent sous des systèmes juridiques différents. Mais ils sont des fois à 100 mètres l'un de l'autre, sauf que les Israéliens, dans les colonies, ils sont soumis au droit civil israélien, alors que les Palestiniens qui sont dans le village d'à côté, à qui on a volé leur terre d'ailleurs pour installer la colonie en question, ils sont soumis au droit militaire israélien. Et sans parler des arrestations arbitraires, sans parler des démolitions de maisons, sans parler des checkpoints, il y en a 20, des fois pour passer d'un point A à un point B qui est là, ils sont obligés de faire des détours, mais énormes, avec 10 checkpoints à côté, des humiliations permanentes. Tout ça, là aussi, est analysable par le droit international, parce que quand on applique les critères de la convention de 73, si je ne m'abuse, de suppression du crime d'apartheid, bah, ça s'applique parfaitement. Il s'agit d'outils mis en place pour qu'un groupe perpétue sa domination sur un autre avec des actes inhumains et une oppression systématique. Alors, je voudrais vous avez parlé justement des checkpoints en Cisjordanie, mais la même question va se poser dans le Gaza d'aujourd'hui, en tout cas ce qu'il en reste. On a vu les images tout à l'heure, mais on va regarder cette carte qui a été publiée par les chercheurs Hugh Lovat et Mohamed Shehada, c'était en décembre, dans un rapport très sérieux de l'ECFR, le European Council on Foreign Relations, et ça montre la façon dont Israël a fragmenté le territoire de Gaza durant ces derniers mois. Donc c'est dans ce territoire que va s'appliquer cette trêve et peut-être demain un vrai cessez-le-feu. Alors ce qu'il faut retenir, c'est ces corridors qui sont contrôlés par l'armée israélienne, qui barrent le territoire de Gaza, sont en rouge, du nord au sud, Mefalsim au nord, Netzarim, Kissoufim, et en bas, le corridor de Philadelphie, le long de la frontière égyptienne. Et d'ailleurs, il y avait d'autres corridors qui sont prévus. On les voit, c'est l'extension de ces corridors en rouge. C'est ces morceaux en noir qui rajoutent en fait de nouveaux corridors contrôlés par l'armée israélienne. Il y a aussi des zones tampons qui apparaissent en plus foncé sur la carte. Une zone tampon dans tout le nord de la bande de Gaza, totalement dévastée autour de Jabalia. Une zone tampon au centre, vers Netzarim. Et une autre qui fait tout le tour de la bande de Gaza. Amélie, voilà, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est comment, là, on parle de cesser le feu, potentiellement à terme, après les 42 premiers jours, et si les libérations mutuelles se passent bien, mais on a du mal à comprendre est-ce que l'armée israélienne quittera ces zones. Là, on voit bien comment elle a morcelé le territoire et continue à occuper le territoire de Gaza, en réalité. Pour l'instant, dans le cessez-le-feu, il y a un retrait normalement des troupes israéliennes des zones les plus densément peuplées à Gaza, mais pas un retrait total. Et là, ce qui me frappe dans la carte que vous avez montrée, c'est qu'en fait, ça correspond à une découpe pour permettre la manœuvre militaire. Et d'ailleurs, ça correspond même à la découpe militaire qui avait été faite dans les brigades du Hamas, avec les différents centres de commandement. Donc en fait, le risque, c'est effectivement qu'il y ait une forme de cisjordanisation de la bande de Gaza, avec des emprises, enfin des zones avec des emprises militaires israéliennes sur lesquelles les Palestiniens, enfin dans lesquelles les Palestiniens ne peuvent pas circuler, des checkpoints et des sortes de zones où seraient enfermés en fait les Gazaouis, sachant que avec des zones où ils pourraient plus du tout aller aussi. Exactement. Et donc un des risques, c'est aussi que dans les zones du coup tampons, il y ait ce qui s'appelle des kill zones, c'est-à-dire des zones où les Israéliens considèrent que quiconque pénètre dans ces zones devient une menace militaire et donc peut être susceptible d'être neutralisé, c'est-à-dire qu'on emploie la force
contre ces personnes-là. Ah bah, je vous voyais réagir, Ahmed Ben. Oui, une toute petite précision ou un ajout plutôt sur ces zones tampons. L'armée israélienne a détruit systématiquement tous les bâtiments qu'il y avait là-bas, y compris des habitations civiles. Ouais. C'est-à-dire que les gens, ils peuvent plus y revenir. Et c'est la définition de l'épuration ethnique. Alors il faut ajouter l'épuration ethnique à la longue liste de crimes qui ont été commis et qui sont de nature à choquer, en tout cas on espère, l'opinion internationale pour que quelque chose bouge enfin. Et alors, pour prendre la suite de cet accord, mais le prendre justement par rapport à des déclarations, on va regarder un peu l'extrait un peu plus long de ce que Donald Trump a dit hier soir sur Gaza, puisque ça va nous permettre de parler de Donald Trump, de ce que veut aussi son allié Netanyahou. C'était un entretien donc depuis le bureau ovale de la Maison-Blanche. Sitôt réinstallé dans le bureau ovale, Donald Trump reçoit la chaîne Fox News d'extrême droite et il parle très rapidement de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Vous allez entendre, il dit... Bon, ce n'est pas notre guerre, donc il feint de s'en désintéresser. Il dit qu'il n'est pas forcément confiant dans l'avenir de cet accord. Et il nous parle surtout de business. Confident are you, Mr. President, that you can keep the ceasefire in Gaza and conclude the 3 phases of this deal? I'm not confident. That's not our war, it's their war, but I'm not confident. But I think they're very weakened on the other side. Do you support the two-state? Gaza, boy, I looked at a picture of Gaza. Gaza is like a massive demolition site. That place it's really got to be rebuilt in a different way. Do you plan to help rebuilding Gaza? I might. You know, Gaza is interesting. It's a phenomenal location. On the sea, best weather. You know, everything's good. It's like some beautiful things could be done with it, but it's very interesting. But some fantastic things could be done with Gaza. How do you see the future in governance for Gaza? Well, it depends. I can't imagine you could have... Well, you certainly can't have the people that were there. Most of them are dead. Amélie Ferré, bon, c'est Donald Trump, promoteur immobilier, habitué à se vanter, donc il y a des aspects de cette intervention qui montrent ça, mais il est aussi président des États-Unis. Donc qu'est-ce que ça nous dit de l'attitude de Trump à venir dans ce dossier ? On sait aussi que la recolonisation de Gaza, vidée de sa population palestinienne, c'est un des objectifs de l'extrême droite israélienne et un des objectifs notamment du ministre d'extrême droite qui reste au gouvernement, Bezalel Smotrich, qui dit moi je reste pour l'instant, reprenez les combats. Dès que vous pouvez, il dit ça à Netanyahou. Exactement. Et lui, ce qu'il veut, c'est le grand Israël. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, là, cet extrait de Donald Trump qui feint comme ça Mais moi, je pense qu'il faut revenir à une vidéo qui avait été, en fait, diffusée par le directorat de la Hasbara, qui est donc cette sorte de démocratie, enfin, de diplomatie, publique / propagande israélienne, qui s'appelait « Come Visit Beautiful Gaza », et qui était donc une vidéo contrefactuelle qui avait été faite avec de l'IA, où on voyait des images de ce que pourrait être Gaza dans une vision israélienne sans le Hamas, où en fait c'était une sorte de Dubaï, voilà. Et il faut aussi reconnecter ça avec la vision 2030 de l'Arabie Saoudite, avec cette idée en fait d'avoir justement avec Gaza un débouché vers la Méditerranée. Et donc, en fait, ça sert cette vision d'un Moyen-Orient où on fait la paix par l'économie, on fait en fait des petits îlots type justement Dubaï, et on unifie le Golfe, parce que pour le Golfe, l'enjeu actuel, c'est de sortir en fait d'une dépendance des hydrocarbures et d'avoir de peser sur la scène mondiale. Mais avec des Palestiniens ou avec des Israéliens qui recolonisent? Alors c'est le point effectivement qui est intéressant. Et en fait, on voit où Donald Trump retombe dans le même écueil, et pourquoi ça n'avait pas marché le deal du siècle, c'est qu'en fait, tout ça, on discute de l'avenir des Palestiniens sans les Palestiniens. C'est ça qui pêche, et effectivement, il parle comme s'il n'y avait pas de Palestiniens. Après, sur l'équation politique israélienne, en fait, les choses ne sont pas du tout aussi verrouillées que ce qu'on peut l'imaginer. On est dans une situation où la question qui se pose, c'est justement quel va être le poids politique de cette extrême droite annexionniste. Et d'ailleurs, quel va être même le poids politique de Netanyahou. Il y avait des rumeurs qui murmuraient qu'il allait annoncer possiblement sa démission. Il y a quand même une partie de l'opinion publique israélienne qui n'en peut plus de ce gouvernement
de ce gouvernement, qui en plus a beaucoup manifesté justement contre la réforme judiciaire et contre l'agenda de ce gouvernement. Et par ailleurs, on a de l'autre côté des colons qui, à mon sens, il y a quand même un vrai risque qu'ils prennent les armes contre les institutions israéliennes. Smotrich, vous en parliez, a en fait libéré les colons les plus extrémistes qui ont été emprisonnés juste avant la libération des prisonniers palestiniens, justement pour essayer de se racheter auprès de son électorat. Il y a eu déjà des violences qui ont été, du coup, qui sont arrivées en Cisjordanie, que par ailleurs les Israéliens effectivement appellent Judée-Samarie. Il y a même un policier israélien qui a tué un colon parce qu'il pensait que c'était un Palestinien, parce qu'en fait les colons sont violents vis-à-vis des policiers israéliens. Et donc le risque, moi à mon sens, c'est si on a une alternative à Netanyahou avec une forme de nouvel accord d'Oslo, que vont faire en fait le mouvement des colons, et est-ce qu'ils ne vont pas justement utiliser la force? Alors il y a plein de choses là-dedans dans ce que déploie Amélie Ferré, mais voilà, Karim et Insaf, vous vouliez réagir. Peut-être Insaf, mais vous pouvez réagir comme vous voulez à ce que dit Amélie, mais cette question finalement de la colonisation et des tendances au sein de la société israélienne, comment vous voyez ça? Deux choses. J'avoue que moi j'en ai un peu marre qu'on dise le problème, c'est la droite en Israël, la droite annexionniste. En fait, la droite comme la gauche israélienne ont déployé cette politique coloniale. Depuis le début des années 2000, la colonisation du territoire palestinien a augmenté de 220%. Et les gouvernements qui se sont succédés étaient de gauche comme de droite. Donc et c'est ce que dit la Cour internationale de justice, la politique en œuvre, c'est une politique étatique, une politique coloniale assumée, qui est votée et défendue par le Parlement israélien de la Knesset. Donc dire que c'est la droite annexionniste le problème, en fait, c'est se voiler un peu la face. Le problème, c'est une politique étatique en œuvre en Cisjordanie qui a pour objectif d'annexer l'intégralité du territoire palestinien. Sur la guerre à Gaza, c'est très symptomatique. Je me rappelle d'un sondage qui avait été fait auprès de l'opinion publique israélienne, que m'avaient passé des chercheurs israéliens, qui disaient que seuls 4% des Israéliens étaient contre l'arrêt de la guerre dans la bande de Gaza. Et que les manifestations qu'on voyait, notamment tous les week-ends à Tel Aviv et ailleurs, étaient principalement pour la libération des otages, mais qu'à aucun moment il n'était question d'un cessez-le-feu. Il y avait même une campagne à l'époque qui disait « ramenez les otages et finissez le travail ». Tout à fait, oui. Oui, mais il y a eu aussi des manifestations donc il faut arrêter de penser qui dénonçaient l'utilisation de la force. Elle est très minime, et quand on regarde les sondages, 4% seulement étaient contre l'arrêt des hostilités dans la bande de Gaza. 4%, c'est rien du tout. Ensuite, une deuxième chose sur la question de la solution à deux États qu'on évoquait, de l'État palestinien. En fait, c'est devenu un mythe, la solution à deux États. La réalité, c'est que la Palestine est fragmentée, que les communautés palestiniennes sont encerclées par les colonies, que l'autorité palestinienne, elle n'a son pouvoir qui est basé à Ramallah, et que même à Ramallah, en fait, l'armée israélienne aujourd'hui fait des incursions à tout moment. Et encore une fois, la Cour internationale de justice fait preuve de beaucoup de lucidité dans la conclusion qu'elle donne de sa décision cet été. Elle dit: la paix et la stabilité régionale ne peuvent pas avoir lieu, ne peuvent pas se mettre en place sans que l'on tienne compte des droits fondamentaux du peuple palestinien, et donc de son droit à l'autodétermination, et donc de son droit à déterminer son statut politique. Et ce n'est pas la puissance occupante, parce que souvent on dit qu'il faut une négociation politique pour aboutir à une solution politique entre Israël. Non, Israël n'a pas son mot à dire sur la manière dont les Palestiniens ont envie ou pas de choisir son statut politique. Est-ce qu'il va être un État? Est-ce qu'il va être une fédération? Le problème, c'est que de fait, ceux qui contrôlent du coup aujourd'hui la Cisjordanie et Gaza, ce sont les Israéliens. Bien sûr, mais dire à la puissance occupante qu'elle doit déterminer le statut politique d'un peuple qui est colonisé, c'est contraire au droit international. Et c'est encore pire, c'est dire on vous occupe depuis toujours, mais en plus de ça, on va décider de la manière dont votre avenir politique va pouvoir se faire dans cette région du monde. Karim. Je vais pas trop répéter du coup, mais une chose moi qui m'interpelle toujours, je pense, c'est vrai qu'on a parfois un peu tendance à singulariser la réalité des colons, c'est-à-dire qu'on parle des colons comme si les colons, au final, n'étaient pas structurants de la société israélienne. Et en réalité, aujourd'hui, les colons sont structurants de la société israélienne dans tous les sens du terme, c'est-à-dire à la fois, bon, évidemment, du gouvernement, mais pas que du gouvernement. Les colons sont des Israéliens. Les colons ne sont pas
des gens qui sont apparus par hasard, qui ne sont pas des Israéliens. Ce sont des Israéliens, c'est un pourcentage quand même tout à fait significatif de la société israélienne, et c'est vrai que et qui détermine une grande partie des politiques et de l'imaginaire israélien. Je pense que c'est assez important voilà, moi personnellement, je pense que, en fait, en tant que Palestinien, je pense que je parle pour 100% des Palestiniens pour le coup. Gouvernement israélien, c'est tout pareil. Pour nous, même si effectivement il y a des différences, enfin, je veux dire, c'est évidemment grossier de le dire comme ça. Tout pareil, enfin, je veux dire, les politiques israéliennes diverses, au final, ont le même impact sur nous en Cisjordanie, par exemple. Et je pense que c'est important. Et je voulais juste dire un truc. Dans les faits, aujourd'hui, on vit tous dans un seul État. Bien sûr. En fait, on vit tous dans un seul État qui donc est contrôlé par Israël. C'est voilà ce que vous disiez. En fait, on est là, avec des différences, mais dans un État. Et je pense que ça, c'est aussi une réalité. Je ne suis ni psy ni prophète, donc je ne sais pas ce qui va se passer du tout, et je n'aurai pas cette arrogance. Personne ne sait autour de cette table, et je crois que personne ne sait. Mais du coup, je pense que c'est un truc qu'il va falloir vraiment, qu'il faut prendre en compte quand on pense à cet avenir. Mais moi, j'aimerais juste dire que justement dans la société israélienne, même si elle est effectivement très diverse, et d'ailleurs, moi, je minorerais pas quand même les tensions qui traversent la société israélienne, parce que tout le monde n'est quand même pas pour la colonisation, et ni d'ailleurs pour l'importance prise par les religieux dans les institutions politiques, sachant qu'une partie des religieux ne fait pas le service militaire, ce qui exacerbe d'autant plus les tensions internes. Ça, c'est un combat dans la société israélienne. Voilà. Il y a aussi une réflexion à l'intérieur de la société israélienne sur la solution à un État. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve le livre de Shlomo Sand, qui a été publié, qui est quand même professeur à l'université de Tel Aviv, et qui en fait fait une histoire du sionisme, et notamment de Martin Buber, de Hannah Arendt, qui sont venus à cette idée de la solution à un État, qui est par ailleurs portée notamment par Ayman Odeh et par des partis comme le Parti Balad, donc en fait par les Palestiniens d'Israël, donc qui sont les Palestiniens qui vivent à l'intérieur d'Israël. Donc voilà, il y a quand même une diversité, et c'est vrai que l'offre politique... Mais le problème, en fait, c'est qu'on a tendance à penser que voilà, l'offre politique, elle est figée. Mais pour moi, tout le travail de la politique, c'est justement de créer, d'ouvrir des chemins, de penser à des choses différentes. Donc le fait qu'il n'y ait pas les conditions réunies aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail politique à faire pour justement qu'il y ait soit deux États, soit un État, mais en tout cas une égalité des droits sur tout le territoire. Est-ce que la question moi, que je voulais vous poser, peut-être pour conclure, c'est que est-ce que vous pensez, même si on dit qu'on ne faisait pas de prédiction, que nous aurons l'opportunité de déployer tout ça dans les prochaines semaines, ou que... Dans les prochaines semaines, non. Non, dans les prochains mois. Non, mais je veux dire, ou que de déployer toutes ces questions, c'est-à-dire en gros sur à quoi ressemblera l'administration peut-être de Gaza demain, de se poser ces questions-là, notamment sur l'État de Palestine, ou que comme le demandent certains ministres d'extrême droite aujourd'hui dans le gouvernement israélien, tout ça se referme dans quelques jours ou semaines parce que, manifestement, les forces pour continuer la guerre dans la société israélienne, peut-être même d'ailleurs dans certains éléments de la société palestinienne, que va faire le Hamas dans tout ça, sont trop importantes, et que du coup, finalement, nous n'aurons jamais l'occasion, dans un futur proche, de nous poser ces questions sur une solution politique. Comment vous voyez les choses ? Est-ce que, pour revenir à la question du début, est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou plutôt pessimiste sur ce qui s'enclenche là, les uns les autres, pour finir ? Je ne sais pas, écoutez, je ne veux pas prédire l'avenir, et je pense que personne ne peut, surtout dans cette région du monde où tout fonctionne par explosion permanente. Donc ça va tellement vite que c'est très difficile d'avoir des prédictions sur tout. Non, je voudrais juste revenir là où Amélie avait terminé, sur le fait que l'opposition entre avenir politique ou réflexion politique et réflexion de droit. En fait, nous, Human Rights Watch, je pense que c'est le cas aussi d'Amnesty et des autres grandes ONG internationales des droits humains, on n'a pas d'opinion politique sur est-ce qu'il faut deux États ou un seul État. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, on laisse la politique de côté, on s'intéresse au droit. C'est vrai que quand on voit l'État de la Cisjordanie, le gruyère que c'est, avec toutes les colonies qu'il y a dedans, et les zones, et c'est constructible là, pas là, on se demande comment ils vont s'en sortir s'ils veulent découper ça en deux États. Mais tout à fait concrètement, s'extraire du raisonnement politique pour adopter un raisonnement uniquement fondé sur le droit, tout à coup, ça simplifie la question. Vous savez, le Moyen-Orient, l'Israël, la Palestine, vu du reste du monde, ça semble une équation extrêmement complexe avec 20 000 données à la fois, et comment on va combiner ci et ça, et plus personne n'y comprend plus rien. Si on prend un pas de recul et qu'on se dit, c'est très simple,
tout le monde doit avoir les mêmes droits, tout à coup, tout s'éclaircit. Ça veut dire qu'il faut démanteler l'état d'apartheid, ça veut dire qu'un humain a les mêmes valeurs qu'un autre humain, quelle que soit son origine ethnique, quelle que soit sa confection, et qu'il faut donner le même droit à tout le monde. Appelez ça un seul État si vous voulez, mais ça c'est l'horizon. Et en fait, c'est notre job à nous, organisateurs des droits humains, c'est quel que soit le chemin politique pour atteindre cet horizon, on fixe un horizon. Et l'horizon, c'est one man, one vote, en fait, en quelque sorte, mais aussi one man, one right, ou one man, one woman, évidemment. C'est que tout le monde vive sous les mêmes régimes juridiques et que les mêmes droits soient accordés à tout le monde. Voilà le but ultime, quel que soit les inclinaisons politiques. Quand dit la juriste, je pense que vous ne pouvez pas être en désaccord avec ça, non. et en même temps, il y a une situation sur place. Pas en désaccord, mais en fait, la solution à deux États, c'est une solution juridique, parce que c'est le droit à l'autodétermination d'un peuple, qui est un droit fondamental, que tous les peuples, notamment, et encore plus important, en situation de colonisation, ont le droit d'avoir. Et les Palestiniens ont toujours voulu un État de Palestine souverain, indépendant, pouvoir exercer leurs droits politiques comme ils l'entendent. Le problème, c'est qu'on a une série de faits accomplis aujourd'hui. C'est pour ça que je suis assez pessimiste. Aujourd'hui, de la mer Méditerranée au fleuve Jourdain, c'est l'autorité israélienne qui contrôle tout, qui contrôle de la vie à la mort d'un Palestinien. Le Palestinien, en Israël, en Palestine, à Gaza, est contrôlé aujourd'hui par l'autorité israélienne. Quand il veut un document d'état civil, il passe par l'armée israélienne. Quand il doit enregistrer son numéro d'identité, l'autorité palestinienne doit d'abord en informer l'autorité israélienne qui doit donner son accord. Quand il veut quitter le territoire, il passe par l'autorité israélienne. Quand un Palestinien de Bethléem veut s'installer à Jérusalem-Est parce qu'il vient de se marier avec une Palestinienne de Jérusalem-Est, il doit avoir l'autorisation d'Israël. Quand un Palestinien de Jérusalem-Est n'arrive plus à prouver sa résidence à Jérusalem-Est, il peut perdre son permis de résidence à tout moment. Aujourd'hui, l'autorité israélienne, elle contrôle les ressources naturelles palestiniennes qui n'ont pas accès à des niveaux d'eau comme le réclame l'Organisation mondiale de la santé. Aujourd'hui, les destructions des biens des Palestiniens, les punitions collectives de destruction des biens n'ont jamais été aussi importantes. Le nombre de prisonniers politiques palestiniens a atteint des records, avec des enfants qui sont aujourd'hui dans des prisons israéliennes, qui n'ont jamais été mis en inculpation, qui n'ont pas eu de procès, qui n'ont pas eu de peine. Donc on ne sait pas pourquoi ils sont dans ces prisons. Encore hier, il y a eu 90 Palestiniens qui ont été arrêtés par l'armée israélienne. Donc la vie d'un Palestinien aujourd'hui, de la mer Méditerranée au fleuve Jourdain, elle est sous le contrôle de l'autorité israélienne. Donc ça interroge sur la solution à deux États. Pourquoi ? Parce qu'Israël a empêché que cette solution à deux États puisse prospérer avec le soutien de la société internationale qui a une responsabilité historique. Karim Katan, mot de la fin, si on peut, en tout cas, pour cette émission. Je suis pessimiste, mais j'espère de tout cœur me tromper. Et je pense que même quand on est pessimiste, on a un rôle et un devoir de travailler pour quelque chose, enfin, pour du bien. Alors, merci c'est le mieux que je beaucoup. peux faire. Karim Katan, merci à tous les quatre. Ahmed Benchemsi pour Human Rights Watch, dont on lit les rapports. Il y a de nombreux rapports, pour beaucoup en anglais, mais quand même pas mal sont traduits en français sur les crimes de guerre, et notamment ce rapport sur les actes génocidaires sur l'eau. Amélie Ferré, les chroniques sur Mediapart. Et puis Insaf Rezaghi venait de soutenir une thèse sur l'état de Palestine. On espère qu'elle sera publiée. On passe le message à la cantonade. Voilà, et Karim, on lit votre livre Eden à l'aube. Merci beaucoup d'être passé sur Mediapart. Cette émission, elle est en accès libre possible grâce à vos abonnements. Donc si vous le pouvez, abonnez-vous à Mediapart. À bientôt.